Donc, première technique d'échantillonnage qu'on va voir dans ce cours-ci, on va y aller avec des échantillonnages qui sont aléatoires simples parce que en mathématiques, on s'est rendu compte que le hasard, ça fait vraiment bien les choses. En réalité, lorsqu'on cherche à avoir quelque chose qui est représentatif, c'est mieux de laisser les choses au hasard puis d'attendre que un système aléatoire nous donne un échantillon qui sera plutôt représentatif selon la méthode qu'on a utilisée. Et c'est pour ça qu'on va vraiment aller chercher quelque chose qui est aléatoire. On va voir par la suite qu'il existe aussi des techniques d'échantillonnage qui sont non aléatoires. Ces techniques-là ont des inconvénients qui arrivent relativement rapidement, surtout quand on parle de la représentativité, lorsqu'on parle d'un biais statistique aussi, qui est amené par le sondeur en particulier. Donc, on commence par, d'une part, les échantillonnages aléatoires, puis on va voir par la suite les échantillonnages non aléatoires. On y va déjà avec le premier, qui est le plus simple dans le lot, donc l'échantillonnage aléatoire simple, ça le dit dans le nom. Dans cet échantillonnage-là, on se réfère au hasard complètement. Donc, chaque individu va être sélectionné purement au hasard. On y va vraiment avec un chapeau, avec les noms de tout le monde, puis on choisit au hasard les noms qui vont faire partie de notre échantillon. Ce type d'échantillonnage-là est plutôt avantageux lorsqu'on cherche à faire un échantillonnage qui est très simple, très rapide, peu coûteux aussi, parce que ça se fait vraiment rapidement. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir un chapeau, vous pouvez juste avoir votre calculatrice. Votre calculatrice fait de l'aléatoire. C'est possible aussi de sélectionner des choses au hasard avec une calculatrice, avec un ordinateur, avec des logiciels, peu importe. Donc, c'est très rapide, c'est très simple. Et si jamais vous avez un échantillon qui est d'une grande taille, ça va être très représentatif. Très représentatif parce que le hasard fait très bien les choses. Par contre, si jamais vous avez une taille d'échantillon qui est un petit peu plus petite, un échantillon qui est, disons, 5 personnes, là, le hasard fait bien les choses, mais il faut y laisser le temps de le faire. Donc, avec peu de personnes dans un échantillon, vous allez avoir un échantillon qui est fort probablement peu représentatif. Du moins, votre représentativité va être douteuse. On pourrait remettre en question votre échantillon par la suite. Vous avez aussi un autre inconvénient qui est moins présent maintenant, mais qui existait avant. Lorsqu'on choisit au hasard, ça se peut qu'on choisisse, par exemple, dans la population du Québec, la personne qui habite le plus au nord possible dans le Québec, et que ça prend 12 heures se rendre là-bas pour pouvoir poser nos questions à notre personne sélectionnée. Le problème avec ça, c'est que, évidemment, comme c'est très loin, très éloigné, peut-être que vous allez avoir des frais encourus justement pour pouvoir aller poser vos questions. Mais maintenant qu'on a accès à Internet, on est capable de faire ça à distance. Donc, c'est un petit peu plus facile. C'est un inconvénient qui est moins présent de nos jours, mais qui existe quand même, qui existait quand même à une époque. Donc, maintenant qu'on sait à peu près c'est quoi l'échantillonnage aléatoire simple, on va se donner un exemple pour essayer de bien rentrer dans notre tête qu'est-ce que c'est l'échantillonnage aléatoire simple. Donc, imaginez qu'on prend quelque chose comme la loterie. On y va avec le 649, par exemple. Le 649, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous choisissez 6 chiffres parmi 49. Et ces chiffres-là peuvent sortir une seule fois lorsqu'on va faire l'échantillonnage. Donc, vous ne pouvez pas sélectionner plus qu'une fois le chiffre. Et chaque chiffre a autant de chances d'être sélectionné que n'importe quel autre. Dans ce cas-ci, lorsqu'on sort les chiffres gagnants, on sélectionne 6 chiffres au hasard dans les 49 qu'on avait au début et on les sélectionne une seule fois. Chaque chiffre a autant de chances que les autres d'être sélectionné. Donc, dans ce cas-ci, la loterie 649, c'est un procédé qui est complètement aléatoire, simple ici. Il n'y a rien de systématique ou de complexe de rentrer dans la sélection des chiffres de cette loterie. Donc, on a ici un type d'échantillonnage qui est aléatoire simple. Si on se déplace maintenant vers un autre type d'échantillonnage, un type d'échantillonnage qui est plus spécial, il est un petit peu particulier celui-là. Il y a des applications très précises, on dirait. On pourrait vraiment facilement appliquer ce système-là à certaines situations, mais pas à d'autres. Donc, l'échantillonnage systématique, qu'est-ce que c'est? Un échantillonnage systématique, c'est un échantillonnage dans lequel on va aller sélectionner des gens par des intervalles réguliers. Donc, par exemple, je choisis toutes les personnes, une personne à toutes les 100 personnes dans ma liste. Voilà, je viens de trouver ici un échantillonnage qui est systématique. La seule chose qui manque à mon échantillonnage, c'est que ce soit purement
plus aléatoire que pas assez. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va choisir au hasard la première personne de notre échantillon, et ensuite de ça, on va faire un bond régulier à chaque fois pour aller chercher une autre personne dans notre base de sondage. On a une procédure qui est associée à tout ça. Vous l'avez, c'est en 5 étapes, c'est dans vos notes. On l'a ici aussi au tableau, on va en parler dans un instant, mais avant ça, on va se parler de nos limites qui sont associées à l'échantillonnage systématique. Qu'est-ce qui est très bon dans cet échantillonnage-là et qu'est-ce qui est un peu moins bon pour celui-ci. Dans ce cas-ci, comme c'est un échantillonnage qui est assez simple, on choisit une personne toutes les 100 personnes, par exemple, c'est très rapide, c'est très simple à faire. Donc, on peut exécuter ça par un logiciel, par un ordinateur qui va faire le calcul à notre place. Ensuite de ça, si notre base de données, notre base de sondage est aléatoire, là, on n'a pas ordonné les gens selon un ordre particulier, on va avoir un échantillonnage qui est représentatif parce que ça reste du hasard. Donc, on est capable d'aller chercher au hasard nos membres de l'échantillon, ce qui fait qu'on va avoir un échantillonnage qui est représentatif. Par contre, ce type d'échantillonnage-là va être absolument inutile si dans notre base de sondage, les données qu'on peut utiliser suivent un cycle. Par exemple, on veut faire l'évaluation du rendement d'une compagnie. On va, disons, chez McDonald's et on veut évaluer les ventes chez McDonald's. Et on choisit un échantillonnage systématique. Dans ce cas-ci, ce qu'on évalue, c'est chaque jour de la semaine. Mais comme on ne veut pas évaluer les 7 jours en ligne pendant plusieurs mois, on va choisir un jour parmi 7. Et on va toujours faire un bond de 7 jours par la suite. Donc, ça voudrait dire que dans notre échantillonnage, par exemple, on tombe sur le mardi au départ. Ben, le premier mardi du mois, on fait les évaluations des ventes. Le deuxième mardi, on fait les évaluations des ventes. Le troisième mardi, on fait les évaluations des ventes, et etc. comme ça. On vient toujours sur la même journée de la semaine. Et ça, c'est un problème parce que on comprend que, par exemple, mardi, à l'heure où on fait nos études, c'est juste après la fin des cours au cégep, puis il y a beaucoup d'étudiants qui sont là justement pour aller dîner. Donc, on a des ventes qui sont gonflées par ce qui se passe, alors que, disons, le mercredi à la même heure, il n'y a presque personne. Ce qui veut dire que l'échantillonnage systématique va atteindre une limite lorsqu'on va rencontrer des phénomènes qui sont cycliques, des phénomènes qui sont périodiques. Lorsqu'on a quelque chose qui se reproduit à un intervalle régulier, ben, d'aller chercher des données à un intervalle régulier, c'est une mauvaise idée, parce que nos intervalles pourraient concorder. Et si nos intervalles concordent, ben à ce moment-là, on va se retrouver avec toujours les mêmes données, et ça va biaiser nos résultats. Ensuite de ça, la méthode sur laquelle on se base ici avec les intervalles réguliers fait en sorte qu'il y a un nombre restreint d'échantillons qui peuvent être construits de cette façon-là sur une population. On va voir pourquoi tantôt dans un exemple qui va être expliqué juste après la procédure. Mais vous allez voir que l'échantillonnage systématique, c'est bien, mais il y a quand même une limite assez rapide. Ceci étant dit, procédure, comment est-ce qu'on fonctionne pour faire un échantillonnage systématique? La première étape qu'on va se donner, étant donné qu'on veut transformer ça en une méthode mathématique, ce sera d'aller numéroter chaque individu dans notre base de sondage. On les numérote tout simplement. Le premier de la liste, c'est le 1, le deuxième, c'est le 2, etc. Comme ça, c'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, on va déterminer ce qu'on appelle le pas de sondage. Un pas de sondage, et cela, c'est important, mélangez-vous pas entre pas de sondage et taux de sondage. Ce sont deux valeurs différentes. Le pas de sondage, on le calcule en prenant la taille de la population divisée par la taille de l'échantillon. Donc, combien de fois est-ce que l'échantillon peut rentrer dans notre population? Alors que le taux de sondage, c'est l'inverse, c'est la taille de l'échantillon sur la taille de la population. Donc, on fait attention à ça ici. Ensuite de ça, une fois qu'on a calculé notre pas de sondage, qu'on appelle D, on va sélectionner au hasard un chiffre entre 1 et D. De cette façon-là, on va aller chercher le premier individu au hasard dans notre base de données. Une fois que c'est fait, on va aller chercher le prochain chiffre qui est des unités plus loin dans notre liste, dans notre base de sondage, et on va refaire la même étape jusqu'à ce qu'on ait N personnes qui soient sorties, N individus au total qui soient tirés pour qu'on puisse construire notre échantillon. Et là, à cette étape-là, normalement, vous avez tiré des chiffres, donc l'étape 5, ce sera de transformer ces chiffres-là en individus. Donc, on va chercher chaque individu qui correspond au chiffre qu'on a tiré,
Et ces individus-là vont constituer l'échantillon qu'on va avoir construit avec l'échantillonnage systématique. Pour l'instant, c'est peut-être un peu flou, on n'a pas fait d'exemple, donc on va en faire un. On se revoit dans un instant avec l'exemple qui suit sur l'échantillonnage systématique, puis on devrait comprendre un peu mieux la procédure qu'on vient de s'établir. Donc, on se lance dans cet exemple-là, vous l'avez dans vos notes, prenez le temps d'aller le faire avec moi en même temps. Dans ce cas-ci, on cherche à faire un échantillon qui est systématique, un échantillon qui contient 4 personnes, et on veut le faire à partir de la base de sondage qu'on vous a donnée, qui se trouve à être le département de maths du cégep en ce moment. Donc, dans ce cas-ci, on a une procédure à suivre. Évidemment, on va devoir suivre cette procédure-là, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne, puis on va aussi voir, lorsque l'inconvénient apparaît, l'inconvénient du nombre d'échantillons qui est restreint avec notre base de sondage. Donc, on se lance avec la première étape. Première étape, c'était quoi? C'était d'aller numéroter tous les membres, tous les individus de notre liste dans notre base de sondage. Donc, dans ce cas-ci, on va y aller de gauche à droite, puis ensuite de haut en bas. Donc, Andrea sera 1, Cindy 2, Dave sera 3, Félix sera 4, Francis 5, François 6, Joanie 7, José 8, Julie 9, Marie-Ève 10, Martine 11 et Stéphanie 12 dans ce cas-ci. Donc, cette étape-là, numérotée, c'est fait. Assez rapide, assez simple, pas très complexe comme étape quand on y pense. Donc, à ce moment-là, maintenant qu'on a fait ça, on veut déterminer comment est-ce qu'on va, quel genre de bond régulier est-ce qu'on va construire. Donc, on va aller chercher le pas de sondage. Le pas de sondage qui, je vous le rappelle, se calcule en faisant l'équation D qui est égale à grand N sur petit n. Grand N, c'est la taille de ma population. Ici, on a une taille qui est égale à 12. Et on a une taille d'échantillon qui est égale à 4. On cherche à avoir 4 personnes. En ce cas-ci, 12 divisé par 4, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Ça donne exactement 3. Qu'est-ce qui se passe si jamais on obtient, par exemple, 3,14? Si on obtient 3,14, étant donné que ce n'est pas un nombre entier, qu'on ne peut pas se déplacer à l'intérieur de notre population avec ça, on va effacer les virgules et on arrondit à la baisse. Toujours à la baisse. Si vous arrondissez à la hausse, vous allez dépasser votre échantillon. Donc, vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez rester dans la base de sondage, ce qui veut dire qu'on arrondit toujours à la baisse. Dans ce cas-ci, on n'avait pas besoin, mais ça pourrait arriver si vous faites des échantillons aléatoires systématiques dans d'autres contextes. Ensuite, la troisième étape, c'est d'aller chercher le premier choix de notre échantillon. Donc, troisième étape, on parle du premier choix. Ici, le premier choix, je vous rappelle, on choisit au hasard un nombre entre 1 et D. Ce nombre-là, dans ce cas-ci, comme D est égal à 3, on choisit entre 1, 2 ou 3. Et là, faites attention, hein? On ne choisit pas 3. On ne choisit pas exactement la valeur de D. On choisit un chiffre entre 1 et 3. Donc, ça pourrait être 3 si on choisit au hasard, mais ça pourrait aussi être 2 et ça pourrait aussi être 1. Dans ce cas-ci, on va choisir au hasard 2. Donc, notre choix s'arrête sur 2, ce qui veut dire que on va avoir la valeur en position 2 de notre base de données qui va être sélectionnée lorsqu'on veut faire notre échantillon. Par la suite, comme j'ai choisi la première personne, le premier individu de mon échantillon, je vais aller chercher maintenant la prochaine valeur qui se trouve des unités plus loin. Des unités plus loin, ça veut dire que je me déplace de 3 unités dans ma liste, donc 3, 4, 5. Je choisis 5 également. Suite de ça, je vais aller choisir 3 unités plus loin. 1, 2, 3, j'arrive à 8. Et je continue jusqu'à ce que j'ai obtenu N personnes, donc 4 personnes de sélectionner. Dans ce cas-ci, je suis à 3, donc il m'en reste encore 1. J'y vais 1, 2, 3, j'arrive à 11. Donc, on sélectionne, dans ce cas-ci, 2, 5, 8 et 11. Et notre étape numéro 5,
ce sera d'aller associer chacun de ces chiffres-là à une personne. Dans ce cas-ci, on va avoir sélectionné Cindy, Francis, José et Martine. Ces 4 personnes-là vont constituer notre échantillon systématique et on va l'avoir construit à partir des étapes qui précédaient. Maintenant, je veux attirer votre attention vers le nombre restreint d'échantillons qu'on peut faire avec cette méthode-là. Le nombre restreint part de notre étape numéro 3. Dans ce cas-ci, on a 3 choix, donc on devrait trouver au maximum 3 échantillons différents. On le voit rapidement, donc si on avait choisi par exemple 1, on aurait sélectionné Andrea, 2, 3, Félix, 1, 2, 3, Joanie, 1, 2, 3, 1, 2, 3 plutôt, et Marie-Ève. Donc, si on avait 1, 4, 7 et 10, notre échantillon aurait plutôt été Andrea, Félix, Joanie et Marie-Ève. Et de la même façon, si on avait plutôt choisi 3, on commence avec Dave. 3 plus loin, on va sélectionner François, ensuite Julie et finalement Stéphanie. Donc, on a l'échantillon 3, 6, 9, 12. Et là, on voit que dans nos 3 échantillons, on a la totalité de toutes les données qui se trouvent dans notre base de sondage. On a ici 3 échantillons différents et ce sont les 3 seuls échantillons qu'on pourrait avoir dans ce cas-ci de 4 personnes dans notre base de données de 12 personnes. Pourquoi? Parce que notre pot de sondage est égal à 3. On a 1, 2 ou 3 comme choix. Donc, on ne peut pas aller sélectionner d'autres échantillons dans ce cas-ci. C'est là quelle est la limite de notre nombre d'échantillons possibles. Évidemment, quand on est en statistique, le nombre d'échantillons possibles qui sortent de notre système d'échantillonnage, c'est pas si important que ça, hein, parce que généralement, on a besoin d'un échantillon et ça fait le tour. On n'a pas besoin de faire la même manipulation 4, 5 puis 6 fois. Mais si on veut avoir une plus grande variété possible, plus de choix possibles, c'est quand même intéressant d'avoir un nombre d'échantillons qui est illimité, qui n'a pas besoin de se restreindre à un nombre de pots de sondage, par exemple.